Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mes lectures du mois de mai. Donc au mois de mai j'ai lu tout ceci. Ce qui casse un petit peu la figure, c'est lourd, c'est pas pratique et magnifique. Sachant que ce week-end, ce mois de mai, il y a eu le week-end à 1000. Donc du coup ça m'a bien aidé parce que pour une fois que le week-end à 1000 tombait un week-end où je suis toute seule à la maison, où j'ai rien de prévu à faire, mes courses étaient faites, j'ai pu en profiter pleinement, c'est vrai que ça m'a fait du bien. J'ai perdu un petit peu de temps le samedi soir dans ma lecture pour régler un petit problème Michael, on va dire. C'est un peu dommage, je regrette un peu. Le dimanche, je me suis accordé une grosse grasse matinée, j'ai réattaqué mes lectures tard. Mais bon, j'ai pas lu 1000 pages, mais j'ai bien avancé dans mes lectures. Et donc je me suis fait plaisir, donc c'est quand même l'essentiel. Bref, pour commencer, j'ai lu C'est où le Nord de Sarah Mag. C'est aux éditions Albin Michel. C'est l'histoire d'une jeune professeure qui arrive dans un lycée, dans un collège, pardon. Elle a 24 ans, donc c'est le tout début. Hein. Elle arrive en remplacement dans un collège, donc d'un seul coup, elle est face à ses élèves qui sont quand même assez proches d'elle au niveau de l'âge, ça fait pas si longtemps qu'elle y était, qui ont des soucis, à des élèves qu'on ne doit pas noter pour des raisons, ceci, cela, enfin c'est assez particulier. Donc elle découvre tout ça de plein pied et elle nous y emmène avec elle. Et elle découvre dans son casier on lui fait cadeau de santons mutilés. Vous savez, les petits santons de la crèche. Donc elle trouve ça étrange, elle comprend pas. Pourquoi des santons mutilés? Pourquoi? Et un jour, au lycée, au collège, pardon, je vais pas y arriver. Au collège, il y a un professeur qui se suicide. Et ça l'intrigue beaucoup. Et elle, d'un seul coup, elle se rend compte de relations entre différents professeurs. Et elle s'interroge. Parce que ça a un lien avec des santons. Enfin, pourquoi tout ça? Donc voilà. Je peux pas vous en dire tellement plus parce que sinon je vais vous spoiler l'histoire complètement. Ce serait dommage. C'est très facile à lire. Franchement, il se dévore, il se lit tout seul. L'idée est bien trouvée, franchement, parce que des histoires de jeunes qui arrivent et qui, voilà, en tant que prof, les difficultés qu'on peut rencontrer, tout ça, ça aurait pu très vite être bateau, et là, ça l'est pas du tout. Elle a su rendre ça intéressant et prenant. Parce que, ouais, ça se lit très bien. Donc, ouais, c'est vraiment sympa. Si vous passe entre les mains, n'hésitez pas à le lire. Ensuite, j'ai lu La voix intérieure de Vincent Pierry. C'était aux éditions Mercure de France dans la collection bleue. Alors, si vous me connaissez, vous savez que la collection bleue de Mercure de France ne me déçoit jamais. Alors, certains livres, des fois, me paraissent congrus. Pourquoi? Notamment L'été contraire, où sur le coup, j'ai pas compris. Il m'a fallu plusieurs mois avant de me dire, mais si, l'idée était géniale, c'était super bien trouvé, c'était bien posé, c'était bien pensé. Mais sur le coup, ça m'était pas sauté, ça n'est pas paru évident. Là, ce livre, c'est un petit condensé de poésie, de magie, d'humanité, de rêve. C'est vraiment magnifique. Je me suis délectée de cette lecture, je l'ai savourée. J'aurais pu le dévorer, clairement. Il n'est pas très long, il fait 160 pages en gros. J'aurais pu le commencer, le finir dans la foulée, mais je me suis retenue un petit peu parce qu'il était tellement agréable à lire, vous savez, on a envie de faire durer le plaisir, comme quand on mange un gâteau au chocolat et qu'on le grignote et qu'on savoure bien chaque bouchée, parce qu'on sait que quand on aura fini, il n'y en aura plus. Donc là, c'est un peu pareil, on y rencontre Nathanaël, qui est un luthier, qui est un gitan, qui a été banni de son clan, et qui donc du coup s'est installé à Paris comme luthier. Il a épousé une jeune violoniste, ouais, violoniste ou altiste, je sais plus si elle est violoniste ou altiste, peu importe. Et ils vivent une histoire d'amour passionnée, belle, magique, et malheureusement elle décède donc d'une longue maladie. Donc on va suivre Nathanaël dans sa souffrance, dans son non-dit. Il dit pas grand chose, mais les mots de l'auteur, en disant très peu, sont énormes pour le partage des émotions. Et on rencontre Jean, qui est un violoncelliste, qui entend une voix dans sa tête depuis des années et des années. Et par moments, cette voix, c'est une voix féminine,
le hante et l'empêche de vivre normalement, entre guillemets, et il passe des heures sur son violoncelle à essayer de retrouver cette mélodie, cette voix, cette sonorité qu'il entend, et ça le bouffe. Et un jour, Nathanaël lui dit, écoute, peut-être que mon cousin pourrait t'aider. Comment il s'appelle? Manuel d'Algirdas, je sais pas comment on dit, pourrait t'aider. Il a le don de guérir ce genre de choses. Mon père souffrait de ça et il a pu le guérir. Donc du coup, Jean se laisse embarquer dans ce monde un petit peu particulier à la recherche de ce gitan. Et du coup, du bout de la plume, il nous fait découvrir un petit peu ce monde de légendes, de rêves, de passion qui peut animer la communauté gitane des Saintes Maries de la Mer. Et mais c'est pas l'essentiel. On est vraiment dans la poésie, dans l'humanité, la sensibilité, l'âme mise à nu. On est dans la musique, le toucher. Quand Nathanaël est dans son atelier, on a l'impression de voir sa main caresser le bois. On en ressent presque les sensations qu'il peut ressentir. C'est vraiment magique. Franchement, Vincent Pierry a une écriture sublime. Alors j'espère qu'il a écrit d'autres choses et que je pourrai aller lire. Vraiment, c'est un de mes livres coup de cœur depuis le début de l'année que je relirai avec plaisir. Par contre, je pense qu'il faut attendre pas mal de temps, sinon ça va gâcher un petit peu ce côté découverte, rêve. C'est vraiment une lecture que je vous conseille, mais 1000 fois. Qui se lit vraiment. C'était vraiment une gourmandise. Voilà. Si vous n'avez pas compris que je l'ai aimé, je sais pas ce qu'il vous faut. Ensuite, pour mon week-end à 1000, j'ai lu Mange Prix M de Elisabeth Gilbert. Donc c'est aux éditions Le Livre de Paul. Donc c'est une jolie petite brique. Là par contre il fait 504 pages. On va laisser tomber les remerciements. C'est un livre que ma maman m'avait offert. Donc je me dis voilà, faut que je le lise. Il y a eu le film qui a fait pas mal de battage avec il me semble que c'est Julia Roberts. Alors j'ai pas vu le film. Honnêtement, j'ai pas vu le film parce qu'il y avait un livre, donc dans ces cas-là, j'évite en général de voir le film avant de voir le livre. Enfin, voir le film avant de lire le livre, voilà, vous m'avez suivi. Et puis, comme je l'avais, je me suis dit, bon, voilà, ça fait un moment qu'il est dans la bibliothèque, il fallait peut-être un moment plus en phase avec ma vie, donc je l'ai commencé. Je l'ai lu très vite, du coup, et je pense que heureusement, en fait, si je l'avais grignoté, je pense que je l'aurais trouvé long. Si je l'avais lu normalement en week-end à 1000, en faisant comme je fais d'habitude, en lisant 50 pages par-ci, 20 pages par-là, 150 pages par-ci, je l'aurais trouvé long et je me serais réellement ennuyée. La partie en Italie, je l'ai trouvée mignonne, rigolote, légère. La partie en Inde m'a pesé. Mais j'ai compris où elle voulait en venir quand même. Et la dernière partie où elle est... c'est où? C'est en Indonésie, au Cambodge, je sais plus. Indonésie. Je me suis fait un petit peu, mais... Quoi? Ça partait très bien, ça partait dans encore plus fou que ce qu'elle avait jusque-là fait. Et puis ça devient bateau, presque. J'ai pas compris. J'ai pas compris le pourquoi cette histoire amoureuse à la fin, pourquoi se retourner chez ce sorcier, enfin voilà, autant l'Italie pour se libérer, vivre, profiter de la vie, se déambuler dans les rues, après peut-être parce que je connais l'Italie et que je vois très bien, mais ouais, complet, ça j'ai adhéré 100%, ça marche, cette partie-là fonctionne du tonnerre. L'Inde avec son monastère... ouais, bon déjà on est sur une unité de lieu, il n'y a pas grand chose, elle fait toujours la même chose. Heureusement elle rencontre, je sais plus comment il s'appelle, Tony ou je sais plus comment, ça m'a pas beaucoup marqué, voilà, on va l'appeler Tony si c'est pas ça. Ce mec là a des réflexions très pertinentes qui vont la faire avancer, qui est intéressante. Donc finalement, le personnage intéressant n'est pas elle, mais ce personnage-là. On y retrouve peut-être un peu des idées, elle avec Emmanuel Schmitt, un petit peu, ouais, ou elle a Laurent Gounel, voilà, ça aurait été intéressant, je pense, finalement,
de prendre ce personnage-là et d'en écrire un roman carrément autour de ce personnage-là. Je pense que c'est plus intéressant. Heureusement qu'il est là pour dynamiser cette partie-là. Et l'Indonésie, ouais, non. Franchement, voilà, c'est tombé à plat. Il aurait fallu quelque chose pour relever, pour rebondir, pour quelque chose. Et là, non, ça marche pas. Cette histoire de crowdfunding avec ses amis, ça me gonfle. On est sollicité tous les 4 matins déjà, de base. Enfin, dans notre vie de tous les jours pour financer ci, financer ça, machin. C'est bon, quoi. Donc, le retrouver dans le livre, ouais, non, enfin... Ouais, non, ça m'a pas plu. La fin m'a pas plu. Très rigolo, c'est qu'elle passe son temps à vouloir oublier un David. Pour ceux qui me connaissent personnellement, mon chéri s'appelle David, donc du coup, moi j'ai pas du tout envie de l'oublier, donc c'était rigolo par contre de croiser son nom systématiquement dans la lecture en se disant mais non, il est pas comme ça. Donc oui, en fait, tout parce qu'elle entreprend tout ce voyage pour s'affranchir de ce mec-là, entre guillemets, et a priori pour repartir, arriver à rompre. C'est un peu extrême, ça apporte pas grand-chose. Le début était intéressant, on ne s'ennuie pas parce qu'on fait réel. Enfin, moment présent, retour en arrière. Moment présent, retour en arrière. Donc du coup, c'est assez rythmé, on comprend, voilà. Ce qui ne se fait beaucoup moins sur la fin, ce qui du coup tombe à plat. La suite est sortie, je le lirai pas. Et par contre, je vois pas comment ça a pu être porté au cinéma, quoi. J'ai peur que... On m'a dit, ouais, mais le film est pas terrible. Je veux bien le croire, parce que franchement, pour en faire un film, les retours en arrière vont être difficiles, ou... Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de soi, donc je vois pas comme l'Inde, par exemple, c'est comme c'est très intérieur. Je vois pas comment ça peut être transposé à l'écran, donc du coup, je vais vraiment regarder le film par curiosité. Mais de base, c'est pas un livre qui s'adapte facilement, quoi, tel quel. Bref, donc vous l'aurez compris, c'était ma déception du mois, vraiment pas convaincue par ce livre. Ensuite, j'ai lu Le fantôme de la Marie Céleste de Valérie Martin aux éditions Albin Michel. Ça, par contre, j'ai adoré. C'est une bonne petite brique, hein. Il fait, si je fais pas 500 pages, il en fait 400. Voilà, il fait 400 pages. C'est une histoire de bateau, de médium, de fantômes, de journalistes, de traversée de transatlantique, c'est super intéressant, ça n'a rien à voir avec ce que je pensais que ça avait peut-être un rapport avec les bateaux sans vie qu'on avait retrouvés à cause de certaines moisissures, voilà. A priori, non, enfin peut-être, mais il creuse pas par rapport à ça en fait. L'auteur s'est basé sur des articles de journaux de ce bateau qui a été retrouvé sans son équipage à bord. Et ça, on n'a pas d'explication au final. Ça hante, c'est entre guillemets le fil conducteur, parce qu'on va suivre la vie d'autres personnages de la famille, de ceux qui ont disparu en mer, et on va les retrouver ponctuellement, et on va comprendre au bout d'un moment que le personnage dont on parle a un lien avec tout ça, mais c'est pas évident. Et par contre, la petite surprise au milieu, c'est qu'en fait, on retrouve Arthur Conan Doyle, qui est lié à tout ça, par le plus grand des hasards, parce qu'il a écrit un texte sur la Marie Céleste, texte que une médium va lire en disant c'est n'importe quoi, ça va pas, enfin... Et va s'énerver, ce qui va interpeller une journaliste qui est là, et qui va essayer d'en savoir plus, pourquoi elle réagit comme ça, cette fille-là, cette médium, quelle est sa vie. Donc du coup, on va découvrir la vie de cette femme-là, quel lien elle peut avoir avec tout ça, pourquoi elle a pris l'article de travers. Et donc du coup, c'est un chassé-croisé de personnages autour de la mer, de la mer, des paquebots, des fantômes, de la vie de cette époque, donc au 19e aux États-Unis. Fin 19e, pardon. 1872, donc fin 19e. Du coup, c'est très bien écrit. Alors, c'est pas facile à en parler parce que du coup, soit je vous spoil tout et ça n'a pas tellement d'intérêt parce que c'est très embriqué les événements les uns dans les autres. Mais alors, ça se lit super bien, c'est vraiment passionnant. On n'a pas envie de lâcher, on a envie tout le temps de comprendre, de savoir. Et par moments, on s'abandonne complètement quand on est avec la journaliste au bord de ce lac, dans cet endroit un petit peu farfelu où tous les gens en quête de médium, de relations avec les morts sont là.
on se laisse porter dans cet univers qui est étrange, étrange mais en même temps qui donne une possibilité. Le personnage de Violette et Violette Petra, la médium, là, donc celle qui s'est énervée par rapport à la lecture de l'article, elle a une vie, c'est une personne, une jeune femme fantasque, originale et on a envie d'en savoir plus sur elle. Elle est vraiment attachante. Voilà, donc une histoire de malédiction, de fantôme, de médium, de journalisme, de mère, qui est vraiment très agréable à lire. Donc je vous le conseille. N'hésitez pas si vous aimez un petit peu ce genre d'univers sur le 19e. C'est vraiment bien écrit, vraiment sympa. Ensuite, j'ai lu Vacarme dans la salle de bal de François Valéjo. C'est aux éditions J'ai lu, donc c'est un tout petit livre. Il faisait 110 pages, je crois. Voilà. Donc c'était un des livres que j'avais mis dans ma pile à lire pour le week-end d'Amil. Donc je l'ai lu après, c'était pas grave. C'est rigolo quand en plus vous avez un jour fait de la danse de salon ou des bals traditionnels, enfin vous êtes déjà allé au bal, vous avez des personnes dans votre famille qui sont fans de bal. C'est très marrant parce que du coup ça vous rappelle un univers un petit peu fantasque, très particulier, qui est coloré, qui est en même temps dans la rigueur, le paraître, la beauté, l'esthétisme, le choix des tenues, enfin voilà, ça rappelle un petit peu tout ça et ça met un petit peu des paillettes plein les yeux. Donc c'est très sympa. Donc c'est l'histoire de Géo qui emménage avec sa compagne Célestine dans un appartement. Et il se trouve que le voisin d'en dessous, Monsieur Émile, est un grand fan de musique de bal et il met toute la journée de la musique de bal à plein tube dans son appartement. Donc forcément ses voisins du dessus en profitent un petit peu trop et ils en ont un petit peu marre. Donc un jour, Géo, qui est médecin, va voir son voisin, lui dit oui, votre musique là, j'arrive pas à travailler parce que moi je fais une thèse sur le bal à travers les âges. Mais pourquoi a-t-il été dire ça? Quelle idée stupide! Là, on comprend pas tellement pourquoi il a été dire une chose pareille. C'est peut-être le truc qui tient le moins. Pourquoi avoir dit ça? Parce que c'est tellement illogique dans ce genre de situation. C'est évident qu'on va s'attirer des ennuis, donc c'est peut-être le truc qui tient pas trop dans le roman. Mais du coup, va se créer un chassé-croisé entre Monsieur Émile, Géo et Célestine autour de la danse, de la musique, du bal. Parce que du coup, Monsieur Émile, forcément, veut aider. Il a l'impression que ça va être la chance de sa vie de pouvoir aider. Célestine n'est pas hermétique à tout ça, donc du coup, elle va même se mettre à faire de la danse de salon. Au grand étonnement de Géo qui lui ne comprend pas et rejette tout en bloc. Donc du coup on a ce chassé-croisé de personnages, mais on sent que Géo il se mêle quand même vraiment pas de ses affaires et qu'il va chercher des choses qu'il aurait pas dû. Et Monsieur Émile a un côté très attachant. Alors moi je sais pas si vous regardiez Le miel et les abeilles quand vous étiez petit, il y a un Monsieur Émile dedans. Et j'ai imaginé tout du long le Monsieur Émile de ce livre-là avec le Monsieur Émile du miel et les abeilles. Vous chercherez, ou je vous mettrai une photo sur... Vous chercherez, ouais, Monsieur Émile, miel et les abeilles sur internet, vous allez comprendre, c'est très rigolo. Ça colle super bien en plus. Et donc voilà, et forcément, on va suivre un petit peu ces personnages pendant un peu plus d'1 an. Et ça va pas être aussi reluisant que ce qu'on croyait. Géo va devenir un peu parano. Enfin, il est un personnage, il est pas du tout amical. Franchement, il m'a gonflé par beaucoup de moments. Il se mêle pas de ses affaires. Il a un côté hautain. Célestine est beaucoup plus cool, plus posée. Elle a un petit côté plus sympa, mais on la voit pas assez. Elle est vraiment pas sur le devant de la scène. Et Monsieur Émile est vraiment bonne patte quand même. Parce qu'on pourrait se dire, a priori, qu'avoir un voisin comme Monsieur Émile, c'est fatigant. Mais alors, pour avoir lu le livre, je vous dis qu'un voisin comme Géo, c'est beaucoup plus fatigant qu'un Monsieur Émile. Parce qu'un Monsieur Émile, vous mettez des boules de caisse, vous finissez par faire abstraction, c'est que de la musique. Et Monsieur Géo, Géo, lui, il est plus... ça frôle le harcèlement par moments. C'est pas un voisin agréable, quoi. C'est spécial, quoi. Voilà, donc c'est un petit livre qui se lit bien, qui
ouais, je pense qu'il faut un petit peu avoir des idées sur ce qu'est le monde du bal pour l'apprécier pleinement, mais c'est rigolo, c'est sympa. Ensuite, la luminosité baisse. Ensuite, j'ai lu un autre que moi de Véronique Olmy. C'est une pièce de théâtre. Voilà. Donc forcément, je l'ai dévoré en très peu de temps. C'est Frédéric qui rencontre Fred. Ou Fred qui rencontre Frédéric, je sais plus. Fred qui rencontre Frédéric. Fred est un jeune homme, un monsieur d'âge mûr, de 40 ans donc, un quadra qui a décidé d'aller passer la nuit à l'hôtel plutôt que d'assister à sa fête d'anniversaire organisée par sa femme. Déjà, ça vous pose le personnage, on se dit, pas très sympathique quand même celui-là. Alors il se parle à lui-même, il nous explique qu'elle le fait pour elle-même, tout ça. Et arrive dans sa chambre Frédéric. Frédéric, c'est lui, mais avec 40 années de plus. Alors il essaie de lui raisonner, de lui dire ouais mais tu verras, oui c'est vrai notre deuxième femme elle était pas géniale, mais tu verras notre troisième femme elle est super cool et tout. Et petit à petit, Frédéric et Fred s'opposent beaucoup quand même, hein. On voit que Fred a un caractère de con, et que Frédéric lui par contre est beaucoup plus posé, la sagesse de la vieillesse, il est passé par plus de choses, donc c'est agréable. Et puis il va le titiller à propos de cette troisième femme, qui est-ce que ça peut être? Et quand il va lui révéler son nom, Fred va être saisi d'horreur, il dit non c'est pas possible, ça peut pas être ça. Et Frédéric lui dit bah si ça va être ça si tu n'y vas pas à ta fête d'anniversaire. Au début, bien sûr, Fred ne veut pas croire que Frédéric c'est lui-même qui vient lui parler, il pense que c'est un coup monté de sa femme pour faire en sorte de le ramener à l'anniversaire, enfin bon il est un peu parano. Mais quand il apprend qui est sa troisième femme, là c'est l'horreur, l'enfer et damnation, ça le remet sur le droit chemin. Du coup c'est rigolo. C'est très intéressant, ce jeu de perspective psychologique, de comparer ce qu'on peut penser à un certain âge et ce qu'on va en penser à un certain autre âge, et de se dire qu'est-ce que j'aurais dit, comme moi maintenant, qu'est-ce que j'aurais dit à la fille que j'étais il y a 15 ans, quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses que je lui aurais dit peut-être de faire différemment, ou lui dire non mais ne t'inquiète pas, ça s'arrangera plus tard. Il y a tout ça. On a quand même un côté bienveillant envers ce qu'on a été, et Frédéric a ce côté bienveillant pour ce qui est Fred. Fred, lui, n'a aucun côté bienveillant pour ce qui va être plus tard. Il est très sûr de lui, il est dans le présent, il s'imagine pas plus tard, il s'imagine pas changer à ce point, il est un petit peu borné, quoi. Donc c'est très divertissant, c'est très bien écrit. C'est très marrant à lire, même en pièce de théâtre ça se lit, mais super bien. En plus il y a que deux personnages dans une dans une chambre d'hôtel. Je veux dire, vous pouvez pas faire plus simple à lire. C'est vrai que les pièces de théâtre, quand il y a plein de personnages, c'est un peu compliqué à lire. Là, non. Et on a régulièrement des grandes... je vous en cherche une. Voilà. Une grande page de grandes lignes de didascalie. Donc du coup, vous savez vraiment où sont les personnages dans la pièce qui font... Vous imaginez vraiment la scène facilement. À l'occasion, j'aimerais beaucoup la voir jouer parce que cette pièce est vraiment très chouette. Et je vous parle rapidement, avant qu'il fasse complètement nuit, du dernier livre que j'ai lu, qui est China Girl de Kevin Kwan. C'est aux éditions Albin Michel et c'est une grosse brique de 500 pages. Il pèse son pesant de cacahuètes. Je l'ai adoré. Alors quand j'ai vu qu'il y avait le petit marque-page dedans, c'est ce que j'ai écrit dans ma chronique, et j'ai découvert que voilà, je sais pas si vous allez voir, est-ce que vous allez voir? Ouais, bon, je vais vous dire ce qui est écrit dessus. Singapour millionnaire de Kevin Kwan. Donc à mon avis c'est le premier tome, ça. Et ça c'est la suite, parce que visiblement on a des personnages où on sait que ça a été un petit peu compliqué, on sait que Rachel a déjà fait un voyage en Chine dans la famille de Nick, il me semble, voilà, de Nick. Donc je pense que c'est ce qui est dans le premier tome, mais c'est pas gênant. Franchement, j'ai pas lu le premier tome et il n'y aurait pas eu le marque-page, j'aurais même pas su qu'il pouvait y avoir eu une histoire avant, quoi. Parce que c'est tellement naturel la façon dont les personnages sont introduits, comment les liens entre les personnages, donc du coup ça passe très bien. Alors ça peut faire penser à Gossip Girl, ce genre de série où on prend les personnages, on les suit et puis on les lâche.
Et il n'y a pas de... Pardon. Il n'y a pas de début en soi, il n'y a pas de fin en soi. Peu importe. Ils sont là, on va les suivre. On va dire que le fil conducteur du livre, c'est le voyage de Rachel et Nick en Chine. Enfin, c'est leur mariage puis leur voyage. Mais à côté de ça, naviguent des tas d'autres personnages. On a... Ah zut, je vais essayer de retrouver son prénom. On a Colette qui est la starlette blogueuse mode, hyper à la mode de la jet set chinoise. L'équivalent à une Serena Van der Woodsen dans Gossip Girl, si ça vous parle. Donc on va suivre elle, qui a une relation avec avec un jeune homme qui va peut-être jouer un rôle dans la vie de Rachel, je vais pas vous en dire plus. Sinon je vais vous spoiler et j'ai pas envie. Et puis je cherche... Comment elle s'appelle? La cousine de... On a Kitty. Kitty, c'est une ancienne starlette de sitcom qui a épousé un riche héritier chinois. Lui a complètement disparu de la circulation, mais elle essaye d'intégrer dans la société. Évidemment, elle fait que des bourdes. Donc du coup, Corinna, qui est issue de la jet set chinoise, de ce milieu très huppé, conseille les nouveaux riches à intégrer cette aristocratie chinoise. Donc elle va la coacher un peu. Ça, c'est la bouffée de fraîcheur dans ce livre. J'ai adoré, j'attendais les apparitions de Kitty, qu'elle allait de sa nouvelle bourre. Elle les fait tellement naïvement, gentiment, en pensant bien faire qu'elle est super mignonne. Enfin, Kitty, ça me fait penser à une petite souris, c'est vraiment ça, quoi. C'était la bouffée d'air frais du livre. Et j'aurais tendance à l'appeler Ingrid, mais c'est pas ça. Je cherche comment s'appelle la cousine de Nick. Astrid. Et puis on découvre, oui, Astrid, qui est la cousine de Nick, qui a une relation compliquée avec son mari, qui avait épousé un homme moins riche qu'elle, donc il le vivait mal, qui s'est fait tout seul, et leur relation de couple bat de l'aile, mais elle veut pas trop le voir, et elle est toujours en relation avec son ancien fiancé, et petit à petit elle ouvre les yeux, et donc on sait que, à la fin du livre, qu'il peut y avoir un autre tome, parce que Rachel et Nick, c'est pas fini. Il y a encore d'autres choses. Ce qu'ils ont découvert en Chine et avant, c'est pas fini. On sait que dans la famille de Nick, il y a encore plein de choses qui ont besoin de se développer. Astrid et son mari, on voit qu'il y a quelque chose qui va changer. Kitty et son mari, c'est pareil. Il y a encore plein de choses qui peuvent leur arriver. C'est vraiment ce que j'ai apprécié, c'est qu'on prend des personnages à un moment, on les suit petit à petit sur une période de leur vie, et puis on arrête, voilà. Mais eux continuent de vivre sans nous, et on se sent pas frustré, parce qu'il y a des livres, c'est la fin du tome, on se dit « Ah, vivement le prochain !» Pas du tout. Là, il y aura un prochain tome, cool, tant mieux, j'aurai envie de le lire. Mais en même temps, je sens qu'ils sont dans leur élan, et si je lis pas le prochain tome, je vais pas être frustrée non plus. Peu importe en fait. Je les ai suivis avec plaisir pendant un certain temps. Et ça se lit super bien parce que c'est une grosse brique. J'en ai lu la moitié en un après-midi. Après j'ai traîné un petit peu. Ouais, ça, j'en ai lu la moitié en un après-midi. Ensuite j'ai traîné sur 100 pages parce que j'avais pas vraiment le temps de lire. Donc j'en lisais 5 pages par-ci, 5 pages par-là. Et ensuite je redévorais toute la fin. C'était vraiment un pur plaisir à lire. C'était vraiment... Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu une lecture aussi divertissante. C'est un peu cheap lit. Mais ça en l'aide vraiment. C'est un petit côté people, contemporain. Ça fait découvrir la société aussi chinoise, la mode chinoise. On parle par exemple des codes de l'aristocratie anglaise qui sont quand même très codifiés. Mais par rapport à l'aristocratie chinoise... L'aristocratie anglaise paraît presque simple, tellement il y a de codes, de machins, de trucs qui rajoutent. Et puis, l'aristocratie anglaise est posée. On a les riches, enfin les lords qui sont installés depuis des années. Il est très difficile de rentrer dans ce petit cercle, voilà. Alors qu'en Chine, on a les familles de grandes... Enfin, l'aristocratie, c'est les grandes fortunes
qui sont là depuis des années. Et puis on a depuis quelques années, on a des fortunes qui jaillissent d'un seul coup, ce qu'ils appellent les nouveaux riches, comme nous on a eu dans notre histoire avec l'émergence des bourgeois. Et ben c'est tout à fait ça qui vivent actuellement. Mais du coup, ces nouveaux riches aimeraient être au même statut que les autres, intégrer cette aristocratie, parce que les anciens riches ne veulent pas. Enfin, c'est compliqué d'intégrer. Et du coup, c'est ça qui est très intéressant de voir, de découvrir. Voir que la Chine, c'est pas si simple que ça, en fait. En tout cas pour le haut. Ce serait intéressant maintenant de lire un livre sur moins de richesse, justement, plus revenir. Parce que là, on est dans une démesure totale. Hein. Les parkings au niveau. Dans un exemple. Voilà, un gratte-ciel où on garde sa voiture et avec un ascenseur qui nous monte la voiture à notre étage. Le parking est à son étage plutôt qu'en bas. Voilà, vous imaginez la démesure que peut avoir certains certaines jet sets chinoises, quoi. C'est hallucinant en fait, c'est incroyable. C'est intéressant du coup parce que c'est presque inimaginable, ça paraît presque de la science-fiction. Voilà. Donc voilà mes lectures du mois de mai. Donc vous avez pu voir que je me suis régalée, que j'ai lu beaucoup de pages, que je me suis vraiment fait plaisir. J'ai eu une bonne dynamique de lecture et je dois vous dire que le mois de juin a commencé de la même façon, quoi. J'ai dévoré. Et autant il y a eu le mois d'avril où j'ai un petit peu peiné sur mes lectures, autant mais j'ai tellement apprécié que je me sens relancée, je me sens bien. Voilà, c'est des lectures qui m'ont fait du bien. Donc voilà. Donc si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez écrit des chroniques dessus, que je puisse aller les lire, tout ça. S'il y a des livres qui vous tentent, n'hésitez pas non plus à me le dire, certains sont dans votre pile à lire. N'hésitez pas, voilà, à échanger en commentaire, je ferai un plaisir d'échanger avec vous. Certaines chroniques sont déjà publiées sur le blog si vous voulez en savoir un petit peu plus, parce que bon là, même si j'ai été très bavarde, je reste quand même assez sommaire dans l'histoire. Sur le blog, je creuse un peu plus sur certaines réflexions amenées dans les livres. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et puis je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de très bonnes lectures et un très bon mois de juin. Ciao!